Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse consacrée aux votations du 3 mars prochain, et notamment à l'arrêté fédéral sur la politique familiale, l'article constitutionnel. Je suis accompagné ce matin pour cette conférence de presse de Madame Thérèse Meyer-Kellin, qui est présidente de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, de Monsieur conseiller d'État Peter Gom, qui est le président de la conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales et conseiller d'État du canton de Soleure, et de Monsieur Jörg Verbul, qui est le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. L'article constitutionnel sur lequel le peuple et les cantons doivent se prononcer le 3 mars prochain souligne l'importance capitale que revêt la famille. La famille est un pilier de notre société. Elle fournit des prestations irremplaçables puisque c'est dans son cadre que les enfants sont élevés, sont encouragés. C'est le cadre dans lequel on permet d'entretenir, de développer les contacts entre les proches, le soutien aux proches, l'entretien des relations entre les générations. Or, on le sait, les familles, les formes familiales et leur environnement ont subi ces dernières décennies des modifications, des évolutions importantes. La taille des familles a diminué. La répartition des rôles entre femmes et hommes a évolué. Les femmes ont notamment une meilleure formation, travaillent davantage qu'auparavant, mais parallèlement, on peut aussi souligner que le nombre de divorces a augmenté. Il existe aujourd'hui beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles recomposées. Donc nous avons affaire à une évolution qui s'est dirigée vers des nouvelles formes de familles. Aujourd'hui, très nombreuses sont les familles dont les deux parents exercent une activité lucrative. Ce peut être un choix, ce peut être aussi une nécessité. Et ceux qui travaillent et doivent recourir à l'accueil extra-familial pour les enfants sont souvent confrontés à des problèmes importants d'organisation. Les listes d'attente montrent qu'il n'y a pas toujours suffisamment d'offres dans l'accueil extrafamilial et parascolaire. Les coûts de ces places, vous le savez, sont aussi parfois élevés. Et bon nombre de parents, notamment les femmes, se voient ainsi obligés de choisir entre famille et vie professionnelle. Et de nombreuses mères sont donc contraintes, même si elles le désirent, à renoncer à exercer une activité lucrative ou à ne plus travailler qu'à temps partiel. Et comme vous le savez, si une femme abaisse son taux d'activité à 30%, pour prendre un exemple, elle doit souvent travailler dans une activité qui ne correspond pas forcément à la formation qu'elle a suivie, ou aussi accepter des perspectives professionnelles qui s'amenuisent. Mais il y a encore une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses femmes, même si elles désirent un enfant, renoncent à en avoir pour suivre une formation ou pour exercer une activité professionnelle. C'est un constat qu'on fait, c'est une tendance qu'on constate surtout pour les femmes hautement qualifiées. Et nous pouvons éviter ces effets qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas souhaités, si nous rendons la vie familiale et l'activité professionnelle plus compatibles. C'est la raison pour laquelle la Confédération, sur la base déjà de l'actuelle disposition constitutionnelle, a pris des mesures diverses pour soutenir les familles, en faveur des familles, et notamment pour soulager financièrement les familles. On peut penser ici à l'allocation en cas de maternité. On peut penser ici au montant minimum dans le domaine des allocations familiales pour toute la Suisse. On peut penser aussi à la fiscalité qui a été aménagée pour mieux tenir compte des familles, ou encore à la réduction des primes d'assurance maladie. Et ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est une offre de places d'accueil qui répondent en nombre suffisant aux besoins des familles. Et le Parlement, je crois, a dans ce domaine-là, avec le Conseil fédéral, agi, reconnu que la Confédération et les cantons doivent faire davantage pour qu'il soit possible de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
La Constitution actuelle ne contient pas de dispositions qui permettent de développer cet engagement. C'est pourquoi le Conseil national et le Conseil des États ont élaboré l'article de la Constitution fédérale et l'ont adopté à de nettes majorités. Le Conseil fédéral, de son côté, a soutenu ces démarches qui ont été initiées par le Parlement dès le début. Le nouvel article constitutionnel sur lequel le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer le 3 mars prévoit que la Confédération et les cantons encouragent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et entre vie familiale et formation. C'est donc une responsabilité conjointe des cantons et de la Confédération. Évidemment, la politique familiale reste, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas, du ressort des cantons. Il appartiendra aux cantons, M. Gaume pourra le détailler tout à l'heure, de veiller à proposer une offre suffisante de places d'accueil extrafamiliales et parascolaires. Ils pourront également décider eux-mêmes, évidemment, comment remplir cette mission, aussi décider dans quelle mesure ils souhaitent soutenir les communes qui ont aussi un rôle à jouer dans ce cadre-là. Mais grâce au nouvel article constitutionnel, la Confédération peut aussi prendre elle-même des mesures pour promouvoir la conciliation entre famille et vie professionnelle, et notamment encourager financièrement les efforts des cantons ou des tiers, et peut également proposer ou imposer des règles aux cantons. Cela dit, la Confédération n'interviendra que si on constate qu'il n'y a pas un encouragement assez fort de ces mesures, et ensuite que si les efforts des tiers, on peut penser ici aux associations privées, aux particuliers, aux acteurs économiques, ne suffisent pas. Et cet article doit donc permettre d'agir activement, de manière ciblée, là où les efforts ne sont pas suffisants. Mais évidemment, avant toute action de la Confédération, avant toute action concrète de la Confédération, il faudra régler la question posée dans une loi fédérale. Et ça signifie qu'aujourd'hui, nous poserions, avec un accord du peuple et des cantons le 3 mars, le cadre qui permet de créer ou de mener le débat sur de telles lois fédérales, mais qu'ensuite, il y aurait, sur les cas concrets, une loi avec un débat au Parlement, avec des consultations, évidemment, et avec, à la fin, la possibilité d'un référendum, de manière à ce que toujours le peuple puisse avoir le dernier mot. Et donc, c'est aussi avec cette logique-là qu'il faut prendre en compte la réflexion sur les conséquences financières. Et c'est ce qui explique qu'il est aujourd'hui difficile de dire quelles seraient les conséquences financières. Ces conséquences dépendront de la mise en œuvre effective du nouvel article constitutionnel, dépendront donc de choix politiques qui seront faits par le Parlement, après les consultations habituelles, et avec la possibilité toujours d'un référendum. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible aujourd'hui de chiffrer les conséquences qui pourraient suivre l'adoption de l'article constitutionnel, parce que nous ne parlons aujourd'hui que d'une base constitutionnelle et pas de projet concret. Meine Damen und Herren, der Verfassungsartikel gibt den Familien mehr Handlungsspielraum und Freiheit beim Entscheid, wie sie sich das Engagement im Beruf und in der Familie aufteilen. Jene Eltern, die eine externe Betreuung in Anspruch nehmen wollen, können nur dann wirklich frei entscheiden, wenn es auch genügend Betreuungsplätze gibt. Die Eltern entscheiden selbstverständlich weiterhin allein, ob sie vollständig selber zu ihren Kindern schauen oder ob sie ihre Kinder teilweise außer Haus betreuen lassen. Wenn Familie und Beruf sich besser koordinieren lassen, so hilft dies vor allem den Frauen. Sie können sich dann besser sowohl im Beruf als auch in der Familie einsetzen. Aber auch die Männer profitieren davon. Bessere Vereinbarkeit bringt die Gleichstellung der Geschlechter einen guten Schritt weiter. Wir wissen schon, dass unsere Wirtschaft verliert wertvolle Fachkräfte, wenn sich oft gut ausgebildete Mütter entgegen ihrem Wunsch ganz oder teilweise aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Die Investitionen in die Ausbildung der Frauen sollen sich lohnen. Zudem fehlen den Schweizer Unternehmen Fachkräfte. Deshalb ist es wichtig, dass auch Mütter ihre Arbeitskraft und Kompetenz in der Wirtschaft einsetzen. Viele Familien sind auf das Einkommen beider Eltern angewiesen. Gerade alleinerziehende Mütter haben häufig gar keine andere Wahl, als zu arbeiten.
Alimente reichen in den meisten Fällen nicht aus, um den Lebensunterhalt zu sichern. Zudem werden Alimente auch nicht immer bezahlt. Alleinerziehende wie auch Familien mit vielen Kindern sind besonders gefährdet, in Armut zu geraten. Können diese Eltern aber arbeiten oder eine Ausbildung machen, so können sie ihre Einkommenssituation aus eigener Kraft verbessern. Auf diese Weise wird Familienarmut wirksam bekämpft. Bundesrat und Parlament sind überzeugt, ein Ja zum Verfassungsartikel am 3. März ist ein Ja zu starken Familien. Die Verfassungsgrundlage würdigt die zentrale Bedeutung der Familie für unsere Gesellschaft. Damit tragen wir ihren heutigen Bedürfnissen Rechnung und wir stärken die Wirtschaft. Voilà, mesdames et messieurs, je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État Peter Gomm, qui va s'exprimer au nom des cantons et notamment de la conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren begrüßt die Zielsetzung des Verfassungsartikels Familienpolitik. Für die SODK ist die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ein zentrales Anliegen einer zeitgemäßen Familien- und Gesellschaftspolitik. Eine gute Vereinbarkeit trägt zur Bekämpfung von Familienarmut bei. Angebote an Familien- und schulergänzender Betreuung gehören zu den wichtigsten Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Sie tragen zudem zur Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern bei, indem sie deren sprachliche und soziale Integration fördern. Die SODK und die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Direktoren haben bereits in einer gemeinsamen Erklärung im Jahr 2007 festgehalten, dass die Nutzung von familienergänzenden Betreuungsangeboten freiwillig ist und auch in der Eigenverantwortung der Familien liegt. Die öffentliche Hand jedoch, Bund, Kantone und Gemeinden, sind ergänzend mitverantwortlich dafür, gute Rahmenbedingungen für diese Vereinbarkeit zu schaffen. Und dies beinhaltet eben auch die Mitverantwortung für die Bereitstellung von Familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen. Es gibt in den Kantonen und den Gemeinden bereits heute zahlreiche Angebote von Familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen. Diese Errungenschaften, diese gilt es nun zu festigen. Die Verankerung des Themas als Verfassungsziel kann hierzu Grundlage und eben auch Legitimation bieten. Für uns ist neben der Schaffung von bedarfsgerechten Strukturen im Rahmen einer quantitativen Entwicklung auch die Qualität dieser Betreuung ein sehr wichtiges Thema. Für den Bereich der schulergänzenden Betreuung entspricht die Zielsetzung des Verfassungsartikels ja auch, wie Sie wissen, dem Inhalt des Harmos-Konkordates, das bereits in vielen Kantonen angenommen und umgesetzt ist. Wir haben natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf die Frage der Kompetenzordnung gelegt zwischen Bund und Kantonen. Und wir begrüßen es ausdrücklich, dass mit diesem vorgeschlagenen Artikel an der bestehenden Kompetenzordnung festgehalten wird. Die Kantone und eben innerhalb der Kantone auch Gemeinden sind primär für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, Ausbildung und die Bereitstellung von Betreuungsstrukturen zuständig. Und positiv beurteilen wir zudem die mit dem Verfassungsartikel bezweckte Verstärkung eben der vertikalen Koordination zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Familienpolitik. Bundesrat Alain Berset hat verschiedene Beispiele erwähnt, in welchen Bereichen hier bereits in der bestehenden Ordnung angeknüpft wurde, und es gilt nun, diese Positionen zu stärken. Besten Dank. Merci beaucoup à Monsieur le conseiller d'État Peter Gomm. Je passe maintenant la parole à Madame Thérèse Meyer-Kellin, qui est présidente de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales. Merci, Monsieur le conseiller fédéral. Bonjour à tous. Es freut mich, Sie ganz herzlich zu begrüßen. Évidemment que la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales se prononce par un grand oui en faveur de l'article constitutionnel sur la famille visant à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Un constat est fait, la Suisse vieillit et on entend beaucoup de lamentations à ce sujet.
Le taux de natalité dans notre pays est bas, c'est 1,52 enfants par femme en âge de procréer, et il devrait être au moins de 2,1 pour permettre seulement le renouvellement des générations. Donc on voit que nous sommes en déficit. Vous voyez ici la comparaison internationale. Vous allez voir un autre slide qui montre la modification de la pyramide des âges en seulement 3 générations. Cette modification est parlante. On voit que le pied de la pyramide devient un pied d'argile et que c'est l'immigration qui apporte une partie conséquente de la force au travail, et un déséquilibre trop grand n'est pas favorable au développement de notre pays. Cependant, et c'est là un des constats les plus importants que nous pouvons faire, le désir d'enfant est plus important que le nombre d'enfants qui naissent. Ce n'est pas que nous voulons faire une politique nataliste pour forcer les gens à avoir des enfants, mais nous nous rendons compte que les conditions cadres de notre pays demandent à certains couples ou provoquent de la part de certains couples une renonciation à avoir un enfant ou un enfant de plus. Le FAS avait fait une étude il y a quelques années, en 2009 je crois, et montrait que 81% des personnes en âge de procréer qui n'avaient pas d'enfants auraient aimé en avoir un ou un de plus, et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Ce renoncement se produit pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y a des raisons financières ou de prise de responsabilité, mais de façon de plus en plus aiguë à cause de la difficulté à concilier vie de famille et vie professionnelle. Et si le Parlement, soutenu par le Conseil fédéral, a décidé de modifier la Constitution, notre charte fondamentale, pour permettre à la Confédération d'encourager, avec les cantons, des mesures permettant de concilier la vie de famille et l'exercice d'une activité lucrative ou une formation, c'est qu'il a reconnu l'importance nationale qu'il y a à agir dans ce domaine. J'ai eu une assez longue vie parlementaire où je me suis beaucoup engagée pour la politique familiale, et tout le monde voulait soutenir la famille parce que la reconnaissance de la famille dans notre pays est forte, mais souvent, une des premières remarques, c'était « ce n'est pas la compétence de la Confédération, donc on n'entre même pas en matière ». Et cela, nous ne pouvons pas le laisser en l'état puisque c'est un problème aigu de notre pays actuellement. Le but de l'article constitutionnel n'est pas de préférer un modèle de prise en charge à un autre. Les couples qui choisissent ou décident que l'un des deux parents ou les deux à tour de rôle s'occupent entièrement du ou des enfants méritent toute notre considération et tout notre soutien. Cependant, la réalité est là. Plus de 60% des mamans d'enfants âgés de moins de 2 ans exercent une activité lucrative actuellement, et par la suite, le taux monte à plus de 70%, même s'il s'agit souvent d'une activité à temps partiel dont le taux varie selon l'âge et les besoins, selon l'âge des enfants et les besoins évidemment des couples. Pour ces parents, quelquefois aussi seuls à élever leurs ou leurs enfants, c'est encore un casse-tête de trouver des structures de garde appropriées convenant aux tout-petits et aux enfants en âge de scolarité, même si les grands-parents s'investissent beaucoup. Je peux vous dire quelque chose, j'ai actuellement 7 petits-enfants. Tous les couples, les mamans travaillent à l'extérieur. Il y a des sollicitations et on voit dans la vie pratique. Le Gymkhana, ça peut être une journée de ces jeunes couples qui sont pleins de bonne volonté. Dans de nombreux cas, l'engagement professionnel des parents est aussi une nécessité pour nouer les deux bouts, mais c'est aussi une nécessité pour l'économie du pays. Ces jeunes parents sont la force vive du pays. Si vous retirez ces compétences de l'engagement au travail, le pays ne tourne plus. On avait fait une simulation une fois qui était très parlante. En améliorant la conciliation de la vie de famille et l'exercice d'une activité lucrative, nous favorisons aussi la lutte contre la pauvreté et l'utilisation des compétences souvent très grandes des uns, des unes et des autres, et nous permettons un meilleur épanouissement au sein de la famille. Des parents, des personnes épanouies sont plus disponibles positivement pour élever leurs enfants, ce qui est au fond aussi la base de la société de demain, d'avoir des enfants qui sont épanouis, et d'autre part, les personnes épanouies ont plus de puissance au travail. Cela a aussi été démontré. Donc, win-win. La politique familiale est non seulement une politique de société, c'est devenu une politique économique aussi. Sans enfants en suffisance et sans force vive au travail, notre pays n'a pas d'avenir.
avec un oui à la modification de l'article constitutionnel sur la famille. Nous travaillons pour le bien des familles, bien sûr, mais nous assurons aussi tout simplement l'avenir de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Madame Thérèse Meyer-Kellin. Je vous propose maintenant d'ouvrir une partie pour les questions. Il y a également donc Monsieur Brerbul qui est présent, qui peut aussi répondre aux questions qui se posent sous l'angle de l'Office fédéral des assurances sociales. Et je vous propose donc de passer aux questions, si vous en avez. Oui. Wie schätzt der Bund die große Arbeit in der Kinderbetreuung der Großeltern ein? Könnte diese Arbeit nicht besser gefördert oder gar entschädigt werden? Ich finde, wenn ich die Unterlagen beurteile, dass diese Frage zu kurz kommt, auch wenn Frau Meyer das erwähnt hat. Man wolle nicht die eine Betreuung gegen die andere ausspielen, so finde ich, die Betreuung der Großeltern spielt in der Praxis eine große Rolle, wird diese als ungenügend erachtet und nicht abgeltungswürdig. Merci pour votre question. Vous avez raison de mentionner le rôle très important que jouent aussi les grands-parents dans la famille. Je crois que nous avons tous insisté sur le fait que quand on parle de famille, c'est aussi entre les générations. Madame Thérèse Meyer a donné même un exemple direct, personnel, si je peux le dire comme ça. Et évidemment, c'est un élément très important. Précisément, il ne faut pas jouer les éléments les uns contre les autres. Et la question n'est pas de savoir si c'est le rôle des grands-parents ou bien s'il faut aussi avoir des solutions privées ou soutenues par les communes ou par les cantons ou par la Confédération. Il faut les deux, évidemment. Et j'ai dit au départ, je crois que nous devons constater, c'est une réalité, que la société a évolué, que le cadre familial a évolué également, et notre rôle n'est pas de favoriser ou d'empêcher une évolution. Notre rôle est de l'accompagner de manière à ce que chaque personne, en fonction de sa situation, et ces situations sont de plus en plus diversifiées, trouve les réponses appropriées. Ça peut être évidemment dans le cadre familial directement avec le rôle très important que jouent les grands-parents, que vous avez cité. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut que les parents aient le choix, aient la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale avec des structures qui permettent d'y répondre. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans d'autres cadres. Sur la deuxième question que vous avez posée sur la rémunération du travail qui est réalisé dans le cadre de la famille, évidemment, tout ce qu'on appelle le care, le travail que réalisent les familles, qui est réalisé dans le cadre de la famille, est un travail essentiel. Je crois que j'ai aussi souligné la grande importance du cadre familial pour ça. Et c'est un travail que nous devons reconnaître et valoriser. Vous avez dit rémunérer. Alors ça, c'est un autre débat. C'est évidemment encore un autre débat. Mais si on peut déjà faire un pas important pour le reconnaître, le valoriser et faire en sorte que celles et ceux qui s'investissent beaucoup dans ce travail-là ne soient pas obligés en plus en parallèle de renoncer à une activité professionnelle, mais qu'il soit possible de faire les deux, alors nous aurons fait un pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ja, vielleicht zunächst die Frage an Sie, Herr Berset. Es gibt ja diese Anschubfinanzierung, die wurde, glaube ich, zweimal verlängert und läuft 2015 aus. Sind Sie denn der Meinung, das sollte weitergeführt werden? Weil die Kantone werden ja wahrscheinlich sagen, wenn wir allenfalls mehr leisten müssen, dann muss der Bund sich beteiligen. Und vielleicht dann noch die Frage an Herrn Gomm. Wurde unter den Kantonen denn die Kostenfolgen nicht diskutiert, weil offensichtlich genügt das, was man heute macht, ja nicht. Und das heißt ja konkret, die Kantone müssen mehr Geld investieren in Krippen, Kinderkrippen zum Beispiel. Und woher soll dieses Geld denn kommen? Vielleicht für den ersten Teil. Wir wissen, dass in den letzten 10 Jahren mit der Anstoßfinanzierung haben wir mehr oder weniger 40.000 Plätze schaffen können, mit der Kantone, mit der Gemeinde, mit allen die Beteiligten. Das ist schon etwas sehr Wichtiges. Und das Parlament hat schon einmal entschieden, das zu verlängern. Es läuft jetzt, absolut klar. Wir haben auch noch einige Mittel zu investieren. Und normalerweise, es ist am Ende in 15. Eine Verlängerung hängt absolut klar von der politischen Wille. Aber im Moment, das ist meine Priorität, diese Mittel gut investieren zu können und so
weit sicher zu sein, dass wir erreichen damit eine flächendeckende Entwicklung und nicht nur in einige Räume oder in einige Kantone. Es funktioniert gut im Moment. Das Instrument ist gut akzeptiert, gut bekannt und funktioniert. Aber eine Verlängerung braucht klar eine neue Diskussion, wenn eine Mehrheit das auch will. Wir werden auch sicher am Ende noch eine Bilanz ziehen können über diese Situation und auch die Entwicklung in den letzten 10 Jahren. Aber wieder einmal, rund 39.000 Plätze sind geschaffen worden. Auf Deutsch geht das? Mehr oder weniger. Ne? Also ich habe es verstanden, das ist das Wichtigste. Und das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Vielleicht kann auch noch Herr Bärbühle etwas dazu sagen seitens des Bundes. Man kann nur noch sagen, dass diese 39.000 Plätze finanziert worden sind mit insgesamt 234 Millionen Franken an Anschlussfinanzierung seit 2003. Und vielleicht noch Herr Gomm. Ja, für die Kantone ist ja diese Frage wird nicht erst heute gestellt, jetzt am 3. März, sondern wir haben uns mit dieser Fragestellung schon vorher befasst, sowohl die SODK als auch die EDK. Die EDK hat im Rahmen des Harmos-Konkordates die Frage der schulergänzenden Betreuung beantworten müssen und hat sie dort positiv beantwortet. Und im Rahmen dieser Fragen war man sich auch bewusst, dass das Kosten auslöst. Für uns ist entscheidend, dass die bestehende Kompetenzordnung eingehalten wird auf der einen Seite, das heißt die Kantone oder allenfalls die Gemeinde ihre Kompetenzen behalten, solche Angebote einzuführen und auf der anderen Seite, dass diese bedarfsgerecht erfolgen. Und da sind wir auf einer Entwicklungsschiene, die sich bereits jetzt bewegt. Und aus diesem Grund gab es nicht eine Notwendigkeit, jetzt besonders hinzuschauen, zu rechnen und zu sagen, was kommt jetzt finanziell auf uns zu. Wir werden dies auch im Rahmen der Umsetzung nachher oder der weiteren Zusammenarbeit natürlich anschauen und werden im Rahmen der gesetzgeberischen Tätigkeiten diese Fragen dann beantworten. Für uns sehr zentral ist, dass der jetzige Mechanismus, der gespielt hat, um auch die Frage an Herrn Bundesrat Alain Berset zurückzukommen, mit der Anstoßfinanzierung auch weiterhin spielt, weil wir gemerkt haben, dass vor allem die Gemeinden darauf angewiesen sind, vielleicht solche, die nicht über sehr große finanzielle Mittel verfügen, dass solche Angebote in der vertikalen Komponente durchgehend gefördert werden. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble, oui. Vielleicht noch eine Frage zum Bedarf und dem Angebot. Ich lese in den Unterlagen, dass es ja heute keine Statistiken gibt über die Anzahl verfügbarer Krippenplätze und auch nicht über den Bedarf, den geschätzten. Wird man da irgendwie etwas ändern? Gibt es da Bestrebungen, zu verlässlicheren Zahlen zu kommen? Ja, wir wissen schon, dass es würde noch mehr Plätze brauchen. Wir wissen schon, es fehlt an Betreuungsplätzen, aber es ist aber sehr schwierig zu schätzen. Weil es gibt auch klar eine Verbindung zwischen die Verfügbarkeit von Plätzen und die Leute, die sagen, okay, wir brauchen oder wir wollen das. Die einzige Schätzung, die man machen kann, das ist die Schätzung basiert auf die Wartenliste, wenn ich das so sagen darf. Das ist nicht so einfach zu tun, aber es ist absolut klar. Und wer hat auch eine Erfahrung gemacht, damit weiß es fehlt im Moment. Es ist nicht immer möglich, überall möglich, Plätze zu finden, wo es Plätze braucht. Das ist es ist heute klar, aber es ist schwieriger noch präziser zu schätzen. Will jemand da etwas noch beifügen? Ja, vielleicht es ist abenteuerlich, viel präziser zu sein, ich würde sagen. Aber ja, ich glaube, wenn man sich auf eine Zahl festlegen würde, dann würde man der Flexibilität, die die Gesellschaft verlangt, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nicht gerecht in diesem Sinn. Wir wissen einfach, dass es zu wenige sind.
Es stehen Projekte auch in den Kantonen und Gemeinden an. Und man kann das eigentlich kurz zusammenfassen. In den Städten, in den Stadtkantonen ist das Bewusstsein, auch das gesellschaftliche Bewusstsein, dies zu tun, sehr stark verankert. Es hat schon Geschichte beinahe. In den ländlichen Kantonen ist dieses Bewusstsein noch etwas schwächer. Das hat auch mit der gesellschaftlichen Rolle der Familie auch zu tun. Und es gilt nun an sich, der Entwicklung Rechnung zu tragen, dass die Schweiz auch urbaner wird, dass sie sich bewegt, dass die Frage der Jobs, die auf dem Markt sind und effektiv auch von Menschen auch in Anspruch genommen werden sollen können, die hier eine Ausbildung gemacht haben, auch Rechnung zu tragen. Ich will hier nicht ein Nebengleis beschreiten, sondern etwas sehr Wichtiges auch noch. Man kann sich nicht über Zuwanderung beklagen und gleichzeitig die Frauen, die bei uns bereit sind und die eine Ausbildung gemacht haben, nicht die Möglichkeit geben, sich im Erwerbsleben zu betätigen. Uns fehlen viele qualifizierte Arbeitskräfte und dazu müssen wir auch in diesem Bereich etwas tun, um letztlich auch in der Politik nachzuweisen, dass es uns ernst damit ist, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzubringen. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si ça n'est pas le cas, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse consacrée à la votation du 3 mars, à l'article constitutionnel sur la politique familiale, et vous préciser encore que nous sommes évidemment à votre disposition pour des discussions bilatérales, pour des interviews si vous le souhaitez. Merci et bonne journée.